Yo, comme prévu, c'est au tour des tops maintenant, des tops 2020. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo des flops, avant de me dire « t'as pas mis tel film, tout ça », alors déjà peut-être qu'il est dans les flops. Et j'ai aussi fait une liste de au moins 30 films, je crois, que je n'ai pas vus, donc qui ne se retrouveront ni dans les flops, ni dans les tops. Donc merci d'aller voir au moins le début des flops avant de me dire « t'as pas parlé de tel film », sinon je vous répondrai. Bref, donc je vais pas faire une longue intro, encore une fois c'est un top personnel, ça veut pas dire que le film numéro 4 vaut mieux cinématographiquement parlant que le 10, etc. Mais encore une fois, comme pour les flops, j'ai jaugé en termes de mon ennui, c'est-à-dire que je suis plus ennuyé devant le 10 que devant le 9, devant le 9 que dans le 8, etc. etc. jusqu'en montant. Voilà, c'est juste ça en fait, c'est mon appréciation du film sur le moment, voilà. Donc, ça va être assez rapide cette vidéo là. En numéro 10... j'ai choisi de mettre en avant, et je suis assez surpris parce que j'avais déjà dit dans la vidéo, j'ai fait une critique. J'étais pas très emballé à l'idée de le voir, il ne m'intéressait pas tant que ça, et je suis allé le voir le même jour que j'ai vu juste avant d'aller voir Scooby en fait. Et contrairement à Scooby, lui il se retrouve en 15ème du classement en gros, si je devais lister tous les films que j'avais aimés. Et Scooby du coup oui, ou Scoob en version originale, c'est vraiment le film qui est à la limite, vraiment tout en bas du top, et voilà, il aurait pu se retrouver dans les flops quoi. C'est vraiment le tout dernier des films que j'ai apprécié en fait. Donc je m'y attendais pas, mais j'ai aimé en avant, j'ai été agréablement surpris, j'ai aimé la relation entre les frères, il y a des clichés, il y a un petit truc de plagiat que j'ai repéré, l'animation est belle, il y a une bonne émotion, bref, c'est un bon Pixar, peut-être pas le meilleur, mais c'est un bon, c'est toujours meilleur que Le Voyage d'Arlo, parce que celui-là tout le monde l'oublie, parce qu'à chaque fois tout le monde sort Rebelle que je n'ai personnellement pas vu, alors que quand il était sorti tout le monde était oh c'est génial, puis maintenant tout le monde chie dessus, ou Cars 2, c'est toujours les mêmes exemples qui sortent les gens. Voilà, moi j'ai l'impression que tout le monde a oublié Le Voyage d'Arlo, donc je fais un petit tacle. Si en avant c'est nul, bah regardez pas Voyage d'Arlo quoi. Donc c'est clairement pas l'un des meilleurs, oui, mais enfin non plutôt. Mais j'ai aimé, et oui, c'est du coup dans le classement, après il n'y a pas eu beaucoup de films qui sont sortis cette année forcément, enfin que j'ai vu en tout cas. Donc oui, c'est dans mon classement, c'est le 10ème meilleur film de mon année. Numéro 9. The Farewell. Merde, je l'avais mieux dit tout à l'heure. L'adieu, en français. Film très touchant, très émouvant, très humain, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai fait une critique aussi d'ailleurs. En fait, le seul mauvais point que je peux dire, c'est que je suis triste que ce soit pas une histoire vraie. Même si en y réfléchissant, je suis content que ce soit une histoire fausse, parce que sinon je pense que beaucoup de gens se seraient inspirés de ce film et auraient fait la même chose. En gros, ne pas se soigner à l'avenue d'une grosse maladie quoi. Parce que je veux pas être entré dans les théories du complot, lobby pharmaceutique, tout ça, mais pour moi la chimio, tout ça, oui ça te fout dedans, mais c'est censé quand même t'aider. Enfin te soigner quoi. Ça attaque le cancer, mais c'est vrai que ça te nique au passage un petit peu, c'est vrai. Mais pour moi c'est plus pour t'aider que pour t'achever. Donc voilà, je veux pas inciter les gens à ne pas se soigner, mais je pense personnellement que comme dans le film, le fait de ne savoir ou pas si t'es malade, je pense que ça joue là-dessus. Et je sais pas si c'est un vrai truc de la Chine, j'ai pas fait de recherche, je sais pas si les Chinois font vraiment ça à leur famille, mais du coup dans le film en fait il y a une vieille dame qui est malade, qui a un cancer des poumons je crois, un truc comme ça, et du coup en fait ils lui disent pas, et on se rend compte à la fin que 6 ans après elle est toujours en vie. Et pour moi, donc c'est une histoire fausse, hein, mais pour moi, le fait de savoir que t'as un cancer ou une putain de grosse maladie, je pense que ça joue sur ton état, ta tristesse, ton stress, tout ça. Et je pense que ça ne t'aide pas du tout à t'accrocher, te battre et survivre en fait. Et je pense vraiment que je pense, hein, je suis pas du tout un médecin ou quoi. Et je pense que oui, le fait de savoir, enfin de pas savoir, ça peut t'aider à vivre un petit peu plus longtemps que si par exemple tu l'avais su et que tu te soignais pas en fait. C'est-à-dire entre deux personnes, une qui ne le sait pas et qui du coup ne se soigne pas, et une qui le sait mais qui se soigne pas. Je pense que celle qui ne sait pas vivrait plus longtemps que celle qui le sait mais qui ne se soigne pas. Je pense. Voilà, si quelqu'un veut faire une expérience et répondre à ça, ça me dit bien. Donc bref, donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais
que je voulais amener parce que j'ai pas grand chose à dire sur le film. Le film est très très bien, très émouvant et juste joli en fait. Et puis au moins ça dépayse quoi, ça fait du bien. J'ai l'impression d'en voir un ou deux par. Bon voilà, du coup c'était un par an, mais j'ai l'impression de voir des petits films comme ça dans mon cinéma une ou deux fois par an. L'an dernier c'était en 2019 du coup. En 2019 c'était Les Fleurs amères et Factory, un film russe et puis enfin sino-français, belge, je sais plus quoi, et russe pour le deuxième. Et ça fait du bien quoi de voir autre chose que du français ou de l'américain. Américain, anglais, enfin voilà. Et bah là aussi, je suis bête, j'en ai eu un deuxième, oui, c'est Pinocchio du coup, qui était italien. Et ça fait du bien vraiment de changer un peu d'air, on va dire. Donc The Farewell, oui, je vous le recommande très chaudement. Je suis un peu dégoûté parce qu'il n'est pas vraiment disponible en Blu-ray. Enfin, il est en Blu-ray, voilà, il existe, mais sur Amazon, il est très peu disponible. Sauf en DVD évidemment, donc ça me fait un peu chier, mais bon, tant pis. Mais voilà, j'espère le revoir un jour. Numéro 8. Alors, je vais perdre des abonnés, tout le monde va se foutre de ma gueule, tout le monde va me critiquer, tout le monde va dire que je suis incohérent dans mes propos, mais j'ai adoré Mulan. Déjà parce que ce n'est pas un copier-coller. Et aussi parce que j'ai aimé le film. Et non, je ne l'ai pas eu sur Disney+, je l'ai eu en Blu-ray, voilà. Et voilà une photo, parce que voilà, sinon on va me dire non, tu mens. Je dois être une des seules personnes à l'avoir en Blu-ray en France, c'est sûr, mais voilà, je l'ai en Blu-ray et jamais je paierai, encore une fois, pour Disney+. Il y a un truc qui m'a dérangé dans ce film, c'est que en fait la bande-annonce te vend une méchante, et en fait non, c'est encore une fois une pauvre femme victime du patriarcat, d'un méchant homme, très très méchant, qui lui reste méchant jusqu'au bout, alors que elle, vers la fin, oh là là, en plus, non, alors, là ils ont abusé, c'est en plus de changer de bord, de devenir gentille, en plus elle se sacrifie pour Mulan. Alors j'ai un verre à la main, si je l'avais pas eu, j'aurais applaudi. Bref, sinon, pour revenir à un petit bon point, il y a un plan sur l'escalier pour rendre toute la grandeur de cet escalier, justement, du Grand Palais. C'est en fait, on voit une personne descendre les marches, et en fait, la personne est filmée de plein pied, donc on le voit du pied à la tête, et la caméra recule, 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 et tu vois jamais le bout des marches, en fait, que ce soit en haut, en bas ou sur les côtés, et c'est juste magnifique. Ensuite, tout au début, mauvais point, je me suis dit, en fait, mais c'est pas Mulan, c'est Spider-Man, parce qu'en fait, si vous ne savez pas, dans ce film, Mulan, un mauvais point que j'ai pas très aimé, voilà, mais bon. Mulan a des super pouvoirs en gros. Elle a le quelque chose, dont j'ai oublié le nom. On va dire le Lingxi, je sais pas. C'est en gros c'est un pouvoir, c'est la force. En gros c'est la force, voilà. C'est j'ai eu personne le dire, mais ça vient de me venir comme ça. Mais ouais, en gros c'est la force. Alors elle déplace pas les objets, elle peut pas manipuler les gens, mais voilà. Hein. C'est je ne fais qu'un avec la force est avec moi. Et au tout début, elle est petite fille, et en gros, c'est la scène de Spider-Man avec le plateau, en fait, quand il retient Mary Jane, et puis hop, tous les objets sur son plateau s'envolent, et puis qu'il arrive à les rattraper sans en faire tomber un seul. C'est exactement la même chose, en fait. Elle fait, je sais plus ce qu'elle fait, parce que je ne l'ai pas noté, mais je sais qu'il y a exactement la même scène, en gros. Ensuite, j'ai noté son reflet dans le sabre 25 minutes. Donc je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais à mon avis c'est que ça devait être un très beau plan, je pense. Si c'est pas ça, je mettrai une photo et puis je mettrai pourquoi j'ai mis ça. Ensuite, un petit truc rigolo, c'est qu'elle est avec un cheval à un moment et puis voilà, elle a un tas de pommes pour survivre, pour manger, et puis comme par hasard elle donne la pomme pourrie au cheval. Je trouvais ça rigolo, je fais t'es sympa avec lui, c'est bien. Alors si ça se trouve les chevaux adorent, j'en sais rien, mais bon. Et enfin, un petit truc, alors j'ai entendu une polémique comme quoi, du coup, dans ce film, il n'y a pas de romance, hein, comme dans Star Wars Disney, en gros. Du coup, le personnage, donc il est là, mais sans être là, en gros, le personnage du dessin animé, là, qui chante comme un homme, il est là sans être là, parce qu'en fait, c'est pas le même personnage, il a pas le même nom, mais il y a toujours un formateur, et elle ne sort pas avec lui, parce que, oh mon dieu, une femme qui sort avec son patron, enfin, en tout cas, qui couche, c'est ce qu'on sous-entend, ça pourrait faire penser à Weinstein. Donc je le dis, si vous êtes une femme là, que vous m'écoutez et que vous sortez avec votre patron, vous êtes une pute antiféministe qui chie à la gueule des femmes violées. C'est ce que je comprends, hein. Je suis désolé, mais... Enfin, c'est n'importe quoi, mais bon.
S'ils veulent, ils veulent se faire bien voir. Ils sont mignons, ils sont mignons. Allez, numéro 7. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui nous suit. Numéro 7, pareil, c'est un film que j'ai découvert en Blu-ray, que je voulais aller voir au cinéma en tout début d'année et qui n'était pas présent en mon ciné. Vous pouvez aller voir ma vidéo à venir en 2020. C'est très rigolo, je cite plein de films que je vais aller voir au ciné mais qui ne sont pas dans mon ciné à moi. Alors j'ai aimé ce film parce que déjà ça commence tout de suite. C'est très rapide, on t'embête pas à te prendre 20 minutes pour te présenter tout le monde. Il joue avec les codes du film d'horreur pour les passages qui font sursauter et pour les personnages d'action. Pour les passages d'action. Par exemple, je vais pas en dire plus, mais vous saurez de quelle scène je parle quand je dis prends le gâteau ou fais pas tout foirer cette fois. Enfin, on sait qu'il va mourir juste là, mais le réalisateur joue du fait qu'on connaisse ces codes, parce qu'on a vu plein de films d'horreur, puisqu'ils nous font croire une première fois que le perso de T.J. Miller va mourir, et en fait non, mais en fait si, et j'ai trouvé ça bien fait. Ensuite, il y a un personnage qui a justement un lapin en petit peluche, quoi, en objet. Et donc c'est un objet qu'il va confier à quelqu'un. Et donc quand il confie, tu sais ce qui va arriver. Là pour le coup c'est un mauvais point du coup. Là c'est pas du tout jouer avec nos attentes. Donc c'est dommage. Enfin si il joue une première fois, et la deuxième fois du coup quand il le donne, en fait oui il meurt. Petite question, il le donne mais pour qui? Parce que souvent quand un personnage fait ça c'est tiens, tu donneras ça à un tel pour moi. Et puis l'autre personnage dit non, on va survivre et puis tu le donneras toi-même. C'est exactement la même chose. Sauf que là, du coup, tu sais pas pour qui il le donne en fait. C'est pour son enterrement, si jamais il meurt, qu'on a un petit souvenir. Ou parce qu'il tient à cet objet, qu'il a plus envie que son objet, enfin que sa petite peluche s'en sorte plus que lui, je sais pas. Ensuite, c'est le climat, enfin l'environnement plutôt particulier du film fait que c'est angoissant très vite et sans peu d'effort, parce que un pauvre petit humain au fond de la mer, dans le noir, dans un environnement qui ne lui est pas du tout familier. Et ouais, il y a ce côté en fait, le danger peut venir de partout. En fait, le danger a l'embarras du choix. Il peut t'écraser en venant d'au-dessus. Il peut te courir vers toi très vite en venant face à toi. Il peut venir de derrière. Tu peux tourner la tête et le voir. C'est vraiment pour les côtés angoissants, ça marche très très bien. Le gros défaut que je pourrais, donc défaut entre guillemets du coup, mais le gros défaut que je pourrais retenir de ce film, c'est en gros, c'est pas comme je voulais. En gros, j'aurais préféré que les monstres restent en silhouette, au loin, comme on voit à certains moments dans le film quand ils sont debout sur le tuyau. En plus, ils ont une forme humanoïde, donc ça aurait été génial, quoi. T'aurais pu te poser plein de questions, est-ce que c'est des humains qui ont muté, genre The Descent, ou qui se sont habitués à leur climat, enfin je sais pas, leur environnement. En gros, voilà, j'aurais voulu ne pas voir à quoi ils ressemblaient. Un peu comme dans le premier Alien. C'était ça la force du truc, c'est que... Et la force de ce film, jusqu'à ce qu'on les voit en fait, c'était que on les voyait que rapidement. Ils passaient devant l'écran, ou alors ils étaient au loin, et en plus quand ils sont loin, tu vois leurs silhouettes, elles sont grandes, toutes minces et tout, enfin c'est flippant. Et c'est dommage, parce que finalement on les voit de près, et à la fin il y en a même une très grosse, donc c'est dommage. Et il y en a beaucoup aussi à un certain moment. Donc c'est dommage je trouve. C'est ça que je regrette, en fait j'aimerais qu'on fasse le même film, un remontage peut-être, ou le même film, un remake, je sais pas, mais qu'on montre pas beaucoup les créatures. Voilà. Et en gros, pour ceux qui ne veulent pas voir le film, si vous voulez quand même voir à quoi il ressemble, tapez Newborn ou Nouveau-né de Alien Resurrection dans Google Images et vous verrez à quoi ça ressemble les créatures dans ce film-là. C'est exactement la même chose, enfin un peu de choses près, quoi. Je parle pas que du visage, hein, je parle aussi du physique, du corps, quoi. Bref, donc moi voilà, j'ai aimé. Numéro 6. Vous êtes prêts à vous battre? Alors là c'est drôle parce que le numéro 6 et le numéro 5 sont liés en quelque sorte, sont tous les deux des affaires judiciaires, des histoires vraies. Le numéro 6 c'est le cas Richard Jewell, aucun lien, fils unique. J'ai aimé ce film, c'est mon deuxième Eastwood réalisé par Eastwood pour être honnête, et la seule chose que j'ai marqué c'est le personnage est simplé. Parce que, oh putain mais...
t'as envie de lui en coller des baffes tellement il sait pas écouter en fait. C'est un gosse, ouais, c'est clairement un gosse qui sait pas écouter. En fait, il est candide et puis. Enfin, il est attachant, il est tout mignon et tout, tu vois qu'il ferait pas de mal à une mouche, hein, mais. Il est agaçant. c'est clairement, il mérite pas ce qui lui arrive, hein. Mais oui, il est agaçant. Dans son côté, je veux toujours aider, je veux aider les flics, tout ça, alors que mec, il fouille chez toi, tu bouges pas, tu fermes ta gueule. C'est compliqué à comprendre. Enfin, et d'ailleurs, je suis même quasi sûr que c'est que t'as même pas le droit de te lever et de les aider, parce que à mon avis, il pourrait dire non mais tu pourrais, je sais pas, casser un truc ou tu pourrais dissimuler un objet. Enfin voilà, je pense qu'en vrai, t'as pas le droit de bouger quoi. Mais bon. Hormis ça, bah, je trouve que les flics sont à tuer dedans. Parce que c'est. Le pire, c'est que c'est une histoire vraie. C'est en gros, c'est le flic qui veut pas trouver le coupable, il veut juste être bien payé pour avoir résolu une affaire, c'est tout. Oui, c'est le genre de flic, en fait, tu leur prouves par A plus B que c'est pas lui. Et en plus, ils ont un très bon moyen, c'est qu'en gros, il aurait pas pu appeler et être sur les lieux au moment où c'est arrivé. Appeler de la cabine où le. Merde. Où le terroriste a appelé, en fait. Il pouvait pas être à cette cabine-là et faire le trajet en 1 minute, enfin voilà. Ils le savent très bien, mais ils continuent à s'acharner sur lui. Parce qu'il a voulu aider. Et ça, c'est très... Ça marche en fait personnellement, ça a marché dans l'identification du personnage parce que je me vois là-dedans. C'est en fait, dès que j'essaie d'aider les gens ou de faire au mieux pour les gens, je m'en prends plein la gueule derrière. Alors, voilà. C'est après tout le monde s'étonne que je sois un connard. J'ai envie de dire, voilà. Et donc, le 5e... qui est vraiment un coup de cœur, vraiment le 5e, donc Dark Waters, et le 9e, The Farewell, l'adieu, ce sont mes petits coups de cœur, mais voilà, j'ai pas passé un très bon moment, surtout Dark Waters. Enfin, déjà, l'adieu c'est triste, et Dark Waters, putain, tu psychotes, t'es enragé, enfin. Voilà, c'est un très très bon film, et c'est. En termes d'ennui, d'appréciation, voilà, de jauge d'ennui si vous voulez, c'est pas le premier. Mais clairement, ce sont mes petits chouchous de cette année. Et j'aime aussi ceux qui vont venir après. Mais ouais, Dark Waters, ouais, c'est le film choc de cette année. Car je le répète, c'est une histoire vraie. Et je vais même pas vous résumer et vous dire en quoi c'est une histoire vraie, en quoi il faut se renseigner et voir ce film. Juste, je vais vous dire, voyez ce film. Et je pense que vous allez changer plein de trucs de votre cuisine. Voilà. Donc oui, Dark Waters, c'est un gros coup de cœur et... un de mes films préférés de cette année. Voilà. Numéro 4. Celui qui exécute les tueurs de flics. Personne ne touche! Il est à moi! Donc par exemple, le numéro 4 vaut moins cinématographiquement que le 5e, que Dark Waters, mais voilà, j'ai passé un meilleur moment devant, et surtout que je m'y attendais pas. C'est le film Manhattan Lockdown, qui veut dire confinement en anglais. C'est rigolo, qui sort en 2020, avec Chadwick Boseman d'ailleurs, qui nous a quittés. Et bah ouais, je m'attendais juste à un film un peu à la Liam Neeson en fait. Un film que ouais, tu le vois une fois, puis ouais, bah t'as passé un bon moment, t'as bouffé tes popcorn, et puis c'est bon. Voilà, je m'attendais à ce genre de film, et putain, non. Déjà, c'est pas un scénario... Alors, c'est pas super compliqué, hein, c'est pas Inception, parce que apparemment, personne n'a compris ce film. C'est pas un scénario compliqué, pas du tout. C'est même fluide, puis très bien expliqué. Mais quand même, ça a été bien écrit, ça a été réfléchi dans... ouais, non, je vais pas le dire, mais... il y a des petits rebondissements à chaque fois. Et ça évite les clichés. Et ça, j'ai adoré. Et franchement, c'est pas juste un petit film d'action comme ça, juste pour passer la soirée. Franchement, donc j'ai acheté en même temps que Underwater, et bah oui, très content. Je m'attendais juste à passer un bon moment pour une petite soirée, puis après l'oublier. Et non, franchement, là, j'ai encore en tête, j'ai plein de scènes en tête, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas le film qu'on pourrait regarder 100 fois, puis toujours être comme ça et tout. Mais c'est... franchement, moi, je vous le conseille, c'est pas du tout... je sais pas, sans identité, Night Run, enfin tous ces films-là avec Liam Neeson. Numéro 3.
En numéro 3, c'est L'Homme Invisible, que j'ai adoré, que j'ai déjà en Blu-ray, que j'ai déjà revu. Je crois que j'aime tout dans ce film. J'aime le jeu d'acteur. J'aime les personnages, qu'ils soient détestables ou pas. J'aime l'intrigue. J'aime cette putain de combinaison qui est magnifique. C'est vraiment... autant quand elle est sur le présentoir, tout ça que tu la vois, bon, elle paie pas de mine, enfin tu fais, ouais. Mais alors quand il s'en sert et qu'elle commence à bugger parce que, voilà, elle lui a fait un petit peu de mal. Ce mélange de partie du corps invisible et partie du corps qui se voit, parce que la combi commence à déconner, c'est juste magnifique. Et j'aime ce film. Et je suis content que ce réalisateur l'ait fait, et puis que, bon, c'est pas un grand succès au box-office non plus, c'est dommage. Après, il y a eu la période difficile du confinement. Mais je suis content de pas l'avoir loupé au cinéma, ce qui était sorti en avril, je crois, un truc comme ça, avril-mars. Non, bah non, avril on était déjà enfermé, donc... ouais, fin février peut-être, je sais plus. Et puis, moi je l'ai vu en juillet. C'est quand ils ont réouvert, tout ça, donc j'étais... Et pareil pour En Avant, tout ça. Donc j'étais très content qu'ils soient encore au cinéma et que je ne le loupe pas. Donc voilà, moi, L'Homme Invisible, c'est mon premier film, L'Homme Invisible. Il y a ça aussi, c'est peut-être que les autres sont bien meilleurs, je ne sais pas encore. Mais en ce qui concerne, en termes de films d'action, de tension, tout ça, je vous le conseille très fortement. Numéro 2. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do? Cause we non, stop, plus jamais. Je veux plus jamais vous entendre chanter ça. Ouais, et vous salopez les paroles. Il faut du temps pour les apprendre. Bad Boys for Life. Là aussi, je m'y attendais pas du tout. Je pensais que j'allais pas du tout aimer parce que la bande-annonce est pourrie. Enfin maintenant que j'ai vu le film, ça passe mieux, mais la toute première bande-annonce, je sais pas, je sentais un truc bizarre. J'avais l'impression qu'ils faisaient semblant d'être amis en fait. Ils voulaient absolument nous convaincre qu'ils étaient amis en fait. Sauf que nous on le sait très bien vu qu'on s'est tapé 2 films avec eux. Alors je dis taper, j'aime bien, voilà, j'aime les films. Mais voilà, on sait qu'ils sont amis. Et donc il y a des défauts. Malgré ça, je sentais dans la bande-annonce que, je sais pas, ça semblait... Enfin, il y avait j'avais une appréhension en gros, je sais pas comment dire, mais je le sentais mal. Et finalement, bah ouais, j'ai bien aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai pas encore acheté, c'est vrai. Donc je l'ai pas encore vu, je l'ai vu qu'une fois. Ça fait 1 an du coup que je l'ai vu, putain. À l'heure où je parle. Et oui, moi, si vous avez aimé les deux, franchement, c'est pas du tout la suite honteuse. J'ai peur parce que du coup, comme ça a marché, ils vont en faire un 4ème. Et pourquoi pas un 5ème. Et pourquoi pas un 6ème. Pourquoi ne pas s'arrêter? Je veux dire, j'adore avoir plein de films avec des personnages que j'aime. Par exemple, American Pie, j'adorerais retrouver les personnages dans un 5ème film. Mais qui me dit que le 5ème film, je vais l'aimer ou que ce sera un bon film? Bah rien, et puis même, je veux dire, même si j'ai envie de les retrouver, il y a un moment, faut se dire, c'est bon, on a eu 4 films, donc là 3 avec eux. Il y a un moment, faut dire au revoir, quoi. Enfin, je sais pas. Faut s'arrêter un moment, quoi. C'est... Enfin, ça m'énerve, mais bon. Parlons du 3. Le 3 est vraiment bon, il y a des bonnes scènes d'action, il y a de l'humour qui est vraiment très bon, qui a fonctionné sur moi. Il y a plein de personnages qui reviennent, certains pour des caméos, mais c'est quand même rigolo et ça fait plaisir. Michael Bay aussi qui apparaît, bien, même s'il ne réalise pas celui-là. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Parce que tu te dis qu'il renie pas le truc, quoi, il accepte et puis il laisse son bébé aller plus loin. Il y a des défauts, des incohérences, j'en ai parlé dans ma vidéo. Donc voilà, si vous voulez en voir plus, allez voir ma critique. Et puis on va passer au numéro 1. Je n'ai qu'un mot à vous donner. Tenet. Le numéro 1, je ne l'ai pas critiqué. Je voulais, parce que je l'ai vu au cinéma. C'était la dernière critique que je devais faire avant cette vidéo-là, mais je trouvais que ça servait à rien du coup de faire une vidéo à part et de passer au top, enfin de répéter ou rien dire pour les tops. Du coup, je vais faire ma critique ici, et c'est dommage parce que j'avais une bonne idée. Donc c'était net, et en fait, je voulais dans ma critique, je voulais la faire à l'envers en fait. Enfin, à l'envers, pas comme dans le film, dans le sens où vous comprendriez rien à ce que je dis. Mais en gros, commencer par dire au revoir et
finir en disant bonjour en fait, et à chaque fois couper, enfin bref. J'avais ma petite idée, donc c'est dommage, je pourrais pas la faire. Et de toute façon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, sur Tenet. Ma grosse interrogation, c'est pourquoi avoir fait ce film de façon linéaire. Parce que c'est quand même Christopher putain Nolan qui l'a réalisé. Le réalisateur qui adore faire des distorsions temporelles, enfin jouer dans le temps, faire des allers-retours, tout ça. Allez voir Dunkerque. Et bah non, il s'est dit c'est trop compliqué, ils vont pas comprendre si je fais ça en plus. Pour moi ça aurait été juste logique, ça aurait été bien meilleur, mais bon tant pis. Enfin genre un film à l'irréversible par exemple. Moi je voyais un film comme ça, enfin une fois que j'ai vu le film, j'avais eu le concept vraiment, parce que la bande-annonce j'avais rien compris. Ça m'enthousiasmait pas plus que ça, j'avais pas trop envie de le voir. Je n'avais rien compris, et maintenant je me la refais en boucle, je l'adore. La deuxième là qui commence avec une image de bateau. Et parce que la première est un peu pourrie. Et donc ouais, quand j'ai vu le concept, je me suis dit mais putain, fallait faire la irréversible, ça aurait été trop bien. Enfin je sais pas. Parce que c'est vrai, quand tu vois l'histoire là, rétrospectivement, je me dis ouais, ça a peut-être été une couille, mais il aurait dû construire son histoire, parce que je pense que c'est lui qui l'a écrite en plus. Lui tout seul, il me semble bien. Ouais, il aurait dû l'écrire de façon à pouvoir le faire à la irréversible. C'est dommage, je trouve, mais bon, tant pis. Là encore, c'est un défaut dans le sens, c'est pas eu ce que je voulais. Mais bon, tant pis. Déjà vu comment tout le monde chie dessus à l'heure actuelle, je pense que s'il avait fait ça en plus, voilà, plus personne n'aurait rien compris. Et il y a un défaut quand même que, alors je sais plus vraiment exactement pourquoi j'ai mis ça, mais je pense que bah, si j'ai mis ça, c'est que c'est un sens. J'ai mis exactement dans mes notes, on nous dit que si on se prend une balle, ça aura des conséquences graves, etc. Mais enfin déjà quand on te dit ça dans un film comme ça, avec un concept pareil, tu dis conséquences graves, bah putain c'est la fin de l'univers, tout explose, tout implose, enfin... si on se touche aussi, je crois... non, je sais plus. Si en gros tu touches la peau de ton toi du futur, enfin du futur passé, enfin voilà, qui est pas dans le même sens que toi, ça aura des conséquences graves. Donc ça bon, je sais pas parce qu'on le voit pas, mais pour ce qui est de la balle, si tu te prends une balle, ça aura des conséquences graves, enfin de ce qu'on voit, c'est comme se prendre une balle normalement, parce qu'il y a quelqu'un qui se prend une balle et... bah survit quoi. Elle est blessée, mais elle survit. Donc voilà. Donc je l'ai racheté, on me l'a offert, donc j'ai pas vraiment besoin de me le racheter. Je l'ai pas encore revu parce que je dois le voir avec quelqu'un, mais ça traîne et ça traîne et ça traîne. Puis de toute façon j'aurais dû le revoir aussi pour en faire une critique, mais bon comme j'ai eu des problèmes informatiques, j'ai pas pu, donc ça servait à rien, donc je l'ai pas revu, donc je l'ai vu qu'une fois. Mais au cinéma donc, c'était assez rigolo d'ailleurs parce qu'on était deux, deux dans une salle de 300 places. Je sais pas si j'ai encore la photo, mais... Et en plus on devait garder nos masques, hein, parce que c'était en août, fin août, donc fin septembre, je sais plus, bref. C'était un moment où la Covid était un peu revenue, et du coup il fallait garder nos masques. Ok, t'as raison, on est deux. Donc bref, c'était une bonne soirée, moi j'ai aimé ce film, malgré ce que tout le monde dit. Il y a des incohérences, vraiment, mais je passe outre, et franchement, là, la première place, c'est vraiment juste mon appréciation du film, en fait. Surtout qu'en plus je voulais pas du tout le voir. Et ouais, je suis juste en admiration, j'adore les images, j'adore la réalisation, le concept, même si j'ai pas compris à la fin pourquoi il y a deux équipes aussi. Ça c'est le seul truc que enfin c'est pas que j'ai pas compris, c'est qu'il y a genre la tour qui se détruit, qui se reforme pour se redétruire. Je comprends pas ça c'est le truc que je comprends pas. Je le revois et que vraiment, je me fasse un dessin en fait. Je suis d'accord avec Durandal, hein, si t'as besoin de revoir le film, tout ça, c'est que le film est mal fait, enfin voilà. Ou que t'es con, hein, moi aussi, on peut le dire, hein, parce que pour certains, voilà, c'est pas le film qui a un défaut. Mais je suis d'accord avec lui, hein, enfin, ils ont été cons les autres de dire ça. Enfin, c'est un film qu'il faut revoir 2-3 fois pour bien comprendre, mais ça en fait pas ça en fait pas un bon film. Ça en fait pas un bon film et bien écrit. Donc je trouve que c'est une mauvaise défense de dire ça. Et voilà, enfin, faudrait que je le revoie juste pour ça. Enfin, de toute façon, je vais le revoir parce que je l'ai en Blu-ray. Mais vraiment, ouais, pour la tour, je crois qu'il va vraiment falloir que je me fasse un dessin, quoi. Bref, donc c'est tout ce que j'avais à dire. La vidéo est nettement plus courte que les flops. En même temps, moi, quand j'ai bien aimé le film, j'ai pas grand-chose à dire. Sauf s'il y a des petits trucs, des petits points sur lesquels je veux revenir, mais sinon, voilà. Par dire que j'ai aimé, voilà. J'ai quand même tenu une demi-heure, donc ça fait 3 minutes par film globalement. Donc voilà, donc on se retrouve pour une troisième vidéo où je parlerai de deux films que j'ai vus, mais dont je n'ai pas fait de critique, et qui ne se trouvent ni dans les flops ni dans les tops.
Enfin si, dans les tops, mais plus haut que 10. Et pour ceux qui veulent savoir, en fait, pourquoi 10 et pourquoi j'ai pas parlé des autres, du coup, des autres tops, parce que j'en ai 15 en tout, c'est parce qu'en fait, le nombre de tops changera chaque année, je pense, même si là c'est 10 comme l'an dernier. C'est en fait, je me concentrerai sur les flops en fait. En gros, je tiens une liste de cinéma et des films que je vais voir au ciné. Et si je n'aime pas le film au point de le racheter, de vouloir le revoir, c'est que en gros je le mets en rouge, j'achèterai pas, et donc il finira dans mes flops. Ou alors que je le déteste, et là oui il finira dans mes flops, genre Connecté, parce que c'est de la merde. Et donc je ferai mon top en fait vis-à-vis de combien j'ai de flops. Donc s'il y a une année où j'en ai 7, là j'aurais dû en avoir eu 7 d'ailleurs, en me contentant des films que j'avais de base, j'aurais pu en avoir 7, et puis j'en ai vu d'autres, donc du coup c'est monté jusqu'à 10. Et puis peut-être qu'en voyant d'autres, ce serait monté jusqu'à 19, je sais pas. Et donc voilà, donc si j'en avais eu 7, j'aurais mis 7 tops. Si j'en avais eu 12, j'en avais eu 12 tops. Enfin voilà. C'est comme ça que je fonctionne, si vous vous posez la question. Donc voilà, donc soit on se retrouve pour la vidéo film manqué, soit on se retrouve pour une prochaine critique, si un jour les cinémas réouvrent. Et dans tous les cas, je vous promets de grosses vidéos pour 2021, parce que j'ai plein de trucs prévus. Bref, donc salut à tous.